Bienvenue à Garde le change, le podcast où on vous présente différentes façons pour vous enrichir dans divers domaines. Aujourd'hui, on parle d'entreposage. On reçoit donc le fondateur de Logistique CAF, Frédéric Fortier, qui détient pas moins de 150 remorques, opère 4 entrepôts et donc, il a les bonnes connaissances pour vous aider dans ce domaine-là. Frédéric Fortier, salut. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Également, Sam, rebonjour pour cette saison 2-là. Je suis content de refaire ça avec toi, finalement. On va commencer dans le vif du sujet, OK? On va parler, premièrement, de l'entreposage au commercial et l'entreposage au particulier. C'est quoi la différence entre les deux? La façon dont je vois ça, c'est que le particulier, c'est un endroit où ce que l'humain peut aller lui-même chercher sa marchandise dans un espace qui peut être de 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds, plus en pieds carrés. Tandis qu'un entrepôt, c'est un espace où ce que les entreprises vont aller porter de la marchandise avec une valeur ajoutée que le sous-traitant ou le 3PL, on appelle en anglais le third party logistique ou le troisième parti logistique, va offrir des services comme le pick and pack, ça veut dire la préparation de commandes, la gestion de l'inventaire informatisé et la gestion de la marchandise, entrée et sortie de l'entrepôt. Fait que dans le fond, là, c'est pas du tout le même business. T'en as une qui est un petit peu plus passive où l'opérateur, il est comme pas trop là, ou des fois, il est à l'entrée, il ouvre la gate, puis c'est tout, puis les gens vont se servir. Puis t'as justement l'entreposage commercial où il y a des services qui sont offerts à même la business. Là. Fait que c'est très différent. Là. C'est en plein ça. C'est une façon aussi qui est plus organisée. Tu sais, le particulier va lui-même s'organiser pour aller à l'heure qu'il veut dans un entrepôt. Le client versus un 3PL ou le troisième parti logistique va devoir planifier son entrée de marchandise ou sa sortie de marchandise dans des délais que l'entreprise comme la mienne peut demander pour faire en sorte qu'on maintienne non seulement un service pour lui, mais pour tous les autres clients, pour que dans l'année, le client puisse aller chercher sa rentabilité en allant chercher le prix le moins cher possible, puis que l'entrepreneur, comme moi, va aller chercher la valeur ajoutée d'offrir ce service-là aux entreprises. Exemple, on prend l'image d'un jeune homme de 21 ans comme moi qui décide de peut-être se lancer dans l'entreposage. Tu sais, moi, ça me tente, j'aime ce domaine-là. Par où est-ce que je devrais commencer? Puis est-ce que c'est possible lorsqu'on n'a pas nécessairement des millions en banque? Je vais être honnête, moi, pour partir, si mon père n'aurait pas été là, je n'aurais pas été capable. OK. Dans le sens qu'il y avait une bâtisse, il y avait un loyer, il n'y avait pas de marchandises dedans. Il m'a fait un prix pour que lui fasse 10 % de profit dans son espace. 10 %, c'est pas tant d'argent quand c'est toi qui es propriétaire de l'espace puis tu la sous-loues à quelqu'un d'autre. Pour avoir eu ce début-là, j'aurais pas été capable de faire pendant les 15 dernières années le début où ce que je suis rendu aujourd'hui. C'est certain que quand tu crées une bâtisse d'entreposage, il faut que tu achètes du racking, des équipements de lift, des équipements de racking, comme j'ai dit tout à l'heure, du personnel, de l'informatique, puis surtout de l'automatisation qu'il faut que tu amènes puis que tu mettes en place. Parce que c'est ce que le client va vouloir. Aujourd'hui, c'est ce que je peux dire après 15 ans, pas avoir cette automatisation-là et cette technologie-là en place, je ne serais pas capable de continuer un business parce que la clientèle le demande, puis on le sait tous, l'automatisation est devenue obligatoire dans toutes les entreprises pour minimiser l'apport de l'humain. Oui. Puis, tu sais, on peut dire aussi que c'est quasiment rendu une commodité, l'entreposage. Là. Si tu fais juste de l'entreposage puis pas d'autres services, il faut tellement que tu aies un gros volume pour faire un peu d'argent que c'est quasiment rendu utopique de dire que tu vas être un joueur important dans l'entreposage. Là. Parce que tu as des méga joueurs, genre Amazon, d'autres grosses compagnies qui ont des millions de pieds carrés que eux autres arrivent à faire un certain montant d'argent. Mais sinon, à petite échelle, il faut avoir beaucoup de valeur ajoutée, il faut offrir beaucoup de services. Puis, comme tu nous avais dit aussi, il faut devenir un peu quelqu'un qui règle des problèmes quand on parle d'entreposage pour un client. Il faut que ton client t'appelle puis tu dises « J'ai des solutions pour toi, je vois où tu as des problèmes, voici ce que je t'offre pour régler tes problèmes. » C'est exactement, parce que à quelque part, nous, ce qu'on offre, c'est non seulement on offre de l'espace d'entreposage du pied carré, on offre des solutions, mais on offre aussi les remorques, qui est une autre solution que si le client manque d'espace chez lui,
On a une remorque qui est capable, temporairement, de prendre sa marchandise, puis au moment voulu, soit vers chez lui ou dans l'entrepôt chez nous, on va être capable de l'acheminer. Quand tu parles de remorque, c'est l'espace d'autonomie. Ils ont priorisé l'entreposage aux particuliers, dans le sens de louer un entrepôt et donc faire de la location d'automobiles, d'espace d'automobile. Oui. C'est donc peut-être une façon plus sécuritaire lorsqu'on commence. Ben oui, parce que, tu sais, à quelque part, mettons, je sais pas moi, tu vas dans un village à peut-être 1 heure de la ville ou 2 heures. Tu as une bâtisse que tu achètes 300 000, puis c'est un fait que je vous dis là. Puis tu vas seulement faire de l'entreposage de roulotte pendant 6 mois. Ouais. Puis tu es certainement capable d'aller faire plusieurs dizaines de milliers de dollars de profit à ne faire que ça, à entreposer des roulottes, parce que le marché de la roulotte, on le sait aujourd'hui. C'est fou raide. C'est fou raide. C'est fou raide. Ouais. Tout le monde veut en avoir parce qu'ils ne veulent pas voyager. À cette heure que le COVID est arrivé, ben, ils veulent rester proches de chez eux, mais ils veulent voyager pareil pour sortir de leur quotidien. Tout est plein. Toutes les demandes d'entrepôts sont pleines pour les entrepôts à l'extérieur de la ville pour aller entreposer des roulottes. Fait que s'il y a quelque chose à faire, pour quelqu'un qui part en affaires, un jeune de ton âge, c'est certainement la façon la plus facile de faire de l'argent. Fait que même côté géographiquement parlant, il faut prioriser les régions. C'est clair. C'est clair. Il faut prioriser les régions. Parce que tu as un coût d'acquisition qui est plus bas puis que la demande est toujours là. Puis ton prix, vu qu'il y a de la rareté, on le sait tous, tu peux l'augmenter. Tu sais, quand tu entreposes... C'est clair. Il faut prioriser les régions. Parce que tu as un coût d'acquisition qui est plus bas puis que la demande est toujours là. Puis ton prix, vu qu'il y a de la rareté, on le sait tous, tu peux l'augmenter au prix de la ville. Puis en plus, ce qui est cool avec ça, c'est que quand tu entreposes ta roulotte, là, je veux dire, tu n'as pas nécessairement à faire du service de roulotte une fois. Dans ton 6 mois. Là, je veux dire, c'est l'entrée puis c'est la sortie au printemps ou une fin de semaine. Là. Tu fais ça une fin de semaine. Une fin de semaine à l'automne, une fin de semaine au printemps. Merci, bonsoir. T'achètes une boîte de beignes, Tim Hortons avec du café, tu sers ça à tes clients, ils sont très heureux. Puis, ils veulent en revenir. C'est bien moins de gestion aussi. Ben oui. Mais là, revenons à ta business, à toi. Là, moi, quand on parle d'entreposage commercial, là, la première affaire qui me vient en tête, là, c'est un cube vide avec du racking puis un chariot élévateur. Un chariot élévateur qui se promène. Là, mais je sais que de la manière que tu parles, puis je sais que ça fait 15 ans que tu es là-dedans, ça doit pas être si facile que ça, mais parle-nous des contraintes puis de la réalité de ce que te demandent les clients. Tu sais, de ce temps-ci, un exemple. À matin, là, il y a un conteneur qui est arrivé de Chine, là, puis il m'a emmené comme si le client ne savait pas qu'à matin, il fallait qu'il arrive à mon entrepôt. Puis c'est arrivé live, le client ne nous a même pas avisé. Le conteneur circule au dock, hey, on a ça de décharger chez vous. Hey. Là, nous autres, notre monde, on avait du temps aujourd'hui de le faire. Mais comme ça, comme je vous dis là, avec la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement des 2 dernières années, ça nous arrive de plus en plus. Pourquoi? Probablement que les entreprises ne sont pas organisées à gérer cette désorganisation-là. Ils ne mettent pas en place des processus pour ça. Puis nous, ce que ça l'affecte, ça affecte notre rentabilité des opérations. On a déjà fixé quelque chose à faire dans la journée pour respecter des délais des clients qui nous ont donné des commandes la veille et l'avant-veille. Et même des fois une semaine d'avance. Fait qu'on rentre ça, on le gère, oui, mais on ne le gère pas des fois de la meilleure des manières quand c'est du dernière minute. Mais ça, des cas comme ça, on en a souvent. Ça se peut-tu que dans l'entreposage... c'est soit comme un peu, c'est le problème que les clients se débarrassent. Le monde, on dirait que l'entreposage, c'est c'est l'entreposage. On met quelqu'un là, puis on veut pas en entendre parler. Fait que toi, il t'arrive plein de problèmes, là, parce que c'est comme l'enfant mal aimé. Là. C'est en plein ça. C'est exactement ça. C'est un mal nécessaire. Plusieurs entreprises le voient comme ça. Puis, ce qui fait en sorte qu'il faut sortir ça. Il faut sortir ce thinking-là. Il faut l'organiser surtout. Il faut surtout l'organiser parce que les entreprises veulent payer ce service-là le moins cher possible parce qu'ils ne voient pas la valeur ajoutée que ça a à leur entreprise. Le problème, c'est quand, justement, tu veux payer le moins cher possible, tu as des résultats que... Tu as ton lot de problèmes avec tout de quoi. Là. Puis, à quelque part, tu payes des professionnels pour être capable de s'en occuper de la meilleure des façons, mais ça a un prix pour ça. Si tu n'as pas besoin de régler de problème, je m'excuse, mais cet argent-là, c'est à moi que ça va. Si tes airs à régler, c'est toi qui vas gérer la main-d'œuvre et toute l'organisation autour. Là, c'est moi qui la gère. C'est moi qui règle tous les problèmes. C'est ça se paye, cette affaire-là. C'est pour ça que quand on parlait de commodité tantôt puis de grand espace vide, prendre une palette, la mettre une place puis rien faire avec, c'est une commodité. Mais l'organiser puis la sortir aux heures que tu veux, à une heure d'avis, ça, c'est du service. Là. Ça se paye. Là. Puis on y pense pas, mais c'est un bon jeu de Tetris aussi. Tu sais,
nous, puis on est en train de l'informatiser le plus possible, mais à quelque part, à tous les jours, toutes les semaines, on se rencontre pour planifier les espaces qu'il va avoir disponibles dans la semaine ou dans le mois suivant pour être certain de les rentabiliser, puis d'aller chercher la clientèle en lien avec ça. Sauf que prochainement et dernièrement, dans la nouvelle clientèle des 2 derniers mois et les prochaines, et les clients actuels, ce qu'on veut mettre en place et faire en sorte que chacun des clients vont mettre un minimum d'espace, vont payer un minimum d'espace à tous les mois pour éviter que le risque soit seulement à l'entrepreneur qui était moi. On va le partager avec le client pour dire, regardez, je ne peux pas vous garder 200 espaces palettes pratiquement tout le temps puis que vous en payez un mois 50, le mois d'après 300. Vous revenez à 200, vous pitchez ça à 50, puis vous remontez ça. Cette fluctuation-là, le frais doit se partager. Fait que c'est pour ça que là, tu vas faire signer des baux. On va faire signer des ententes à plus ou moins long terme. Idéalement, des baux, quand on va être capable de le faire pour 5 ans, c'est ce qu'on va désirer le plus possible. Mais le client va se garantir un prix sur 5 ans, il va se garantir un service, puis on va y offrir l'amalgame de nos services mais à un prix plus respectable, mais qui, dans le temps, il va s'assurer, par exemple, d'avoir un service de CAF tout le temps. Tandis que s'il ne me garantit rien, ben, ça peut aussi nous dire à nous, mais quand on va avoir d'autres clients qui, eux, vont vouloir une stabilité et un prix constant, ben, on va faire affaire avec eux. Okay. On va faire notre choix. La valeur, tu as créé avec les ententes que tu signes. Oui. La valeur auprès des banquiers, auprès d'un potentiel acheteur de ta business, tu montes un rapport, tu dis voici tous mes baux pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années, ça génère tant, ça me coûte tant, voici ma valeur à se créer où. C'est exactement ça. T'sais, notre risque en lien avec un financier, si on veut se construire une nouvelle bâtisse ou ce qu'on veut vendre, je ne suis pas prêt à ça, là, je suis encore jeune, mais dans le sens pour créer une bâtisse, pour créer, de dire que tu as un pouvoir d'achat, c'est avec ces baux-là. C'est là que tu vas chercher tes lignes de crédit. C'est là que je vais chercher mes lignes de crédit, c'est les escomptes sur les taux. C'est tout là que je vais aller chercher ma plus-value. Parce que quand on regarde ça à la base, admettons, tu loues un entrepôt de quelqu'un, puis après ça, tu la sous-loues à plusieurs personnes. La business à la base est relativement simple. Puis je pense que pour débuter, moi, je trouve que c'est une belle petite business quand on débute. Parce que, tu sais, ça ne demande pas des gens, comment je pourrais dire, ça demande une certaine compétence pour gérer tout ça, là, on s'entend, mais tu sais, ça ne demande pas un doctorat ou ça ne demande pas un ingénieur pour faire ça. Puis une fois que je pense que tu te mets les mains là-dedans puis tu comprends c'est quoi la réalité de l'entreposage, bien là, tu peux te faire plus des plans peut-être un petit peu plus à long terme de vers quoi tu veux te diriger. Veux-tu être vers le commercial? Veux-tu être vers le particulier? Mais je trouve que la barrière d'entrée est quand même assez basse. Tu n'as pas besoin d'avoir 200 000 dans ton compte pour partir là-dedans. Premièrement, tu sais, le loyer, c'est la plus grosse dépense que tu peux avoir. Il va représenter quoi, mettons, de ton chiffre d'affaires, par exemple? Mettons, j'ai un chiffre d'affaires, exemple, on va statuer autour de 5 millions. OK. Présentement, les loyers pour ma business, c'est environ 1,5 million. OK. Si on parle de vrais chiffres. Ce qui revient après à 20-25 %? Oui, sauf qu'admettons que je divise ma compagnie en 4 secteurs parce que j'ai une division de loyer, d'opération, le transport, le courtage du transport puis de mes clients et location de remorque. Dans mon loyer, j'ai peut-être un coût de 1,5 million, comme je disais, mais mettons, j'ai un brut avant le coût de peut-être, je ne sais pas, que j'ai vendu en 1,7 million. Donc, le coût du loyer est à 80 % dans cette division-là. Okay. Dans le total, il se divise. Mais on s'entend, c'est 80 % minimum. Puis là, à ça, il faut que tu ajoutes, si tu veux mettre des caméras, des systèmes d'alarme, si tu veux mettre... il y a quelqu'un qui va falloir qui vende ces services-là. Après ça, tu as ton espace. Tu vas avoir besoin d'un système informatique pour gérer la localisation de tout ton stock, puis un lien Internet pour que les clients aillent le voir. Puis là, quand tu ajoutes tout ça, là, c'est beaucoup ça vient que ça fait beaucoup de cash. Mais si tu n'as pas besoin de racking, exemple, ben, le meilleur exemple, comme on a dit tantôt, par rapport aux roulottes, c'est d'avoir un entrepôt avec le moins cher possible, un pied carré, à l'extérieur de la ville, à 1 heure, 2 heures de la ville. Quand tu sais qu'il y a un potentiel prêt, puis que tu es capable d'offrir tes services à peut-être 5 entreprises, là, tu démarres avec ça. Tu te crées une crédibilité, tu te crées une rentabilité, puis là, tu es capable d'aller créer un entrepôt, de la même affaire, mais plus proche de la ville. Puis là, tu as de la valeur, puis là, tu es capable après ça d'aller implanter des principes de baux avec des minimums, puis ces choses-là. Si ça va recommencer, c'est là que j'allais. Ça serait plus, exactement. Parce que toi, tu fais ça depuis 2006, ça fait déjà une quinzaine d'années. Oui. Au début, c'est sûr que tu as fait des erreurs. C'est sûr et certain. Puis mettons les principales que tu as fait, que tu ne veux pas reproduire ou que tu nous suggères de ne pas reproduire. Les pires erreurs que j'ai faites, c'est
de vouloir grossir mon chiffre d'affaires et de pieds carrés d'entrepôt. Tu voulais aller chercher du gros volume. Du gros volume. Trop rapidement. Ben, plus dans les 5 dernières années. Puis, ce pied carré-là que j'essayais d'aller chercher, pensant qu'il m'amènerait une rentabilité puis que les clients maintiendraient leur stock chez nous, je me suis frappé à des gros clients qui ont parti pendant ce temps-là. OK. Ça m'a mis une grosse charge financière sur l'entreprise parce qu'il fallait payer les loyers, comme j'ai dit tantôt, que les montants peuvent être importants. Et on parle de, mettons, j'étais à 1,5 million de chiffre d'affaires, 2 millions, voilà peut-être 5 ans. Fait que dans les 10 premières années, ça jouait avec ça. Puis là, après ça, j'ai augmenté jusqu'à 5 millions dans les 5 dernières années. OK. Sauf que c'est les loyers qui m'ont amené à faire en sorte que là, présentement, je veux diminuer mon pied carré, augmenter la rentabilité, statuer des baux précis, des engagements à plus ou moins long terme avec mes clients, puis de m'assurer que ces loyers-là ont une valeur pour les banquiers puis pour un investisseur possible ou peu importe. Mais c'est vers ça que je m'en vais. Puis c'est l'erreur que j'ai faite depuis le début en lien avec mes loyers. Le reste des divisions, c'est autre chose. Mais les loyers, il faut que j'agisse différemment, puis c'est ce que j'ai appris de mieux. Ben, je pense que le plus important dans un domaine comme ça, puis là où la valeur est là aux yeux de tout le monde, c'est ça, comme tu dis, vraiment dans les baux. Puis, tu sais, je pense que si j'avais à commencer là-dedans, je m'assurerais dès le départ de signer des ententes, des baux. Tu sais, puis des baux de qualité, là. Tu sais, pas du 6 mois, mais tu sais, y aller avec... Ben, tu sais, je sais qu'on rêve tout à du 5 ans, là, mais tu sais, y aller avec du minimum 1 an, 2 ans, puis après ça, qui se renouvelle peut-être avec une notice de 6 mois d'avance, peut-être quelque chose du genre. Mais c'est m'assurer d'attacher les gens. Je veux ça, Sam. Ouais. J'essaye ça depuis 5 ans. Mais c'est pas facile le même, j'imagine. C'est pas facile, mais ouais. Là, ce qui fait qu'on est capable, c'est que là, il y a la rareté dans le marché. Il y a la rareté. Est-ce que la demande est grandissante aussi? Elle est fou raide, la demande. Bon, présentement, je vous confirme que à toutes les semaines, j'ai le break à bras puis je fais juste descendre petit à petit. Mais le hic, c'est que les gens ne savent pas à quel point les prix ont augmenté. Et à quel point que ce qu'ils vont demander va lui coûter cher. Entre 30 à 70 de plus que là 2 ans. Capoté. Puis tout ça à cause d'une chaîne d'approvisionnement qui a été un peu qui a été débalancée. Qui est débalancée. Les coûts des entrepôts coûtent plus cher. Les racking coûtent minimum 50 à 75 plus cher que là 1 an. Mais voyons donc. Hein? Mais en même temps, on le disait, c'est le mal nécessaire. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Puis moi, ce qui m'a aidé dans les dernières années, on parlait de la business, qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai été propriétaire d'une bâtisse, je l'ai vendue. Cette rentabilité-là m'amène aujourd'hui à passer au travers malgré les erreurs que j'ai faites. Sauf que je sais fort bien, pour créer de la valeur, pour ne pas refaire ça, ben c'est ce que je vous ai dit tantôt en lien avec les baux. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça et d'avoir cette possibilité-là. Je veux revenir sur l'automatisation. On en a parlé un peu tantôt. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, là, ça risque d'être nécessaire? On ne pourra plus fonctionner sans automatisation, sans robotisation de nos dans l'entreposage. Dans l'entreposage. À quelque part, j'essaie de faire en sorte actuellement d'amener à avoir le moins besoin de personnes dans les entrepôts. Les gars qui veulent conduire des lifts, ben, ça va être de moins en moins présent dans le futur. C'est des jobs, je crois, qui vont être moins prisés, puis on le voit déjà, on manque de main-d'œuvre actuellement. Présentement, mes allées de racking ont 78 pouces. Puis dans le marché, on n'est pas tout le monde qui avons ce genre d'allée-là. Fait qu'on est capable... C'est-tu large, 78 pouces, ou c'est pas large? C'est pas large. C'est pas large. Okay. C'est environ 6 pieds. OK. Puis ça permet de mettre un robot dans le futur qui va être capable d'aller prendre ta palette puis d'être capable... Je dis pas que je vais le faire, mais je dis juste que les entrepôts n'auront pas le choix d'aller vers là pour minimiser le personnel. Mais pour ça, quand on a dit tantôt qu'il fallait être organisé, on ne pourra pas avoir de dernière minute tant que ça parce que le robot va être programmé la veille. Pour faire sa run? Pour faire sa run. Mais pourquoi qu'on programmerait un robot qui peut faire sa run, mais on ne programmerait pas des humains en lien avec la même chose? C'est juste parce que les gens ne pensent pas à la planification. Tantôt, ils n'auront pas le choix de se planifier. Mais en attendant, ils disent c'est pas grave, je vais t'envoyer ça tout de suite, tu es capable de faire ça. Ça prend juste 5 minutes. Ben oui, ça prend juste 5 minutes. C'est tout juste 5 minutes, mais en bout de ligne, ça crée toute une chaîne puis un risque à tous les partenaires qu'on a, mais les partenaires collaborateurs, mes employés, puis les sous-traitants qu'on peut avoir dans l'entrepôt, mais aussi en lien avec les transporteurs et tout. Là. Fait que, c'est ça. Dans le fond, chaque demande que tu as vient perturber ton plan de la journée. Fait que tasse un, ça tasse tous les autres, ça décale tout. Oui. Puis là, c'est ça que les gens réalisent peut-être pas dans la clientèle. Puis toi, tu jongles avec ça. Tu as 8 balles. Tu jongles dans les airs. L'automatisation va venir aider tout le processus à mieux se planifier. Mais encore là, ça, c'est dans les
On parle tes plus beaux rêves c'est mes aussi, plus beaux tu t'es même rêves, pas ça. encore rendu Ben non, là. ben Fait non. que lorsqu'on commence, Non, c'est mais ça. la technologie est en place, là, on va se le dire. Là. Dans ce domaine-là, la Oui. technologie est en place pour faire ça dès Oui, maintenant. c'est un WMS qui gère toutes les demandes puis qu'on est capable Ouais. après ça OK. d'aller Sauf que séquencer. c'est une question d'argent puis d'investissement que tu es prêt à faire pour mettre ça à la fine pointe. Exact. Puis là, après ça, ben, une fois que tu as investi tout cet argent-là, ben, faut que tu revendes Ben ces oui. services-là à tes clients. Fait que, tu as bien beau être super technologique, mais tu sais, si le service coûte 3 fois le prix, ben là, est-ce que les gens sont prêts à payer avec ça? Puis c'est le sont prêts à changement. payer puis pour ça. les gens ne sont pas prêts à payer le changement qu'il faut qu'ils intègrent dans leur entreprise pour être capable de se permettre d'aller. D'être connecté avec vous autres? Ben, c'est ça. OK, ouais. Pour faire un pont entre les deux. Ben dans oui, le fond. les gens veulent qu'on soit flexible aux 5 minutes près. Le problème, c'est que nous, on ne peut plus. Puis ils ne réalisent pas que cette flexibilité coûte tellement cher Ouais. à non seulement nous, mais à notre main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre à cause de cette flexibilité-là qu'on offre. Mais il faut le mettre dans le processus standard pour standardiser le tout. C'est plate. Les entreprises qui ont toujours été habituées à être flexibles puis de vendre cette flexibilité-là à leurs clients, ben c'est plate, mais il va falloir qu'ils rentrent dans le standard. Ouais. Ben Ou oui. bien vendre le gros prix pour être flexible. La flexibilité va se payer à des prix d'or. Exactement. Ben c'est ça, j'ai toujours l'impression, on le disait tantôt, c'est un mal nécessaire que les gens, tu sais, ils en ont besoin. Puis il faut ce mal-là pour justement continuer. Mais rendu là, c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir un problème. Ben, tout les coûte gens cher. voudront. C'est ça, les Ben, gens voudront plus. Parce que les bâtisses coûtent de plus en plus cher, les terrains coûtent cher. Tu sais, à quelque part, Selon toi, les opportunités dans le marché, dans l'entreposage, ils se situent où actuellement? ben, les gens qui ont de l'argent, qui sont capables de construire des bâtisses dans des secteurs prisés où il y a la demande en entreposage, donc Montréal ou en banlieue de Montréal, pas sur l'île de Montréal, je pense que c'est un endroit qui est prisé quand tu as déjà un bassin de possibilités de clients qui peuvent entrer dans ton entrepôt. Robert Transport fait un peu cette chose-là en créant des entrepôts. Tu as aussi, dans le secteur où je suis, ben, il y a quelqu'un qui a construit 4 bâtiments de 50 000 pieds carrés, flambant neufs. Je suis dans un de ceux-là, temporairement avant de rentrer dans ma nouvelle bâtisse. Donc, à quelque part, ils doivent voir des choses qui s'en viennent dans le marché puis qui sont capables de facturer un prix qui fait en sorte qu'ils sont rentables là-dedans. Donc, si lui est capable de faire ça, c'est signe qu'il voit que dans les prochaines années, la demande va être forte. La demande va être forte, c'est sûr. Ah ouais. Puis Fait- avec tout le commerce en ligne qui va être encore, qui est déjà super méga présent, Ben là, c'est ça. va l'être de plus en plus. Fait Ça que va tu sais, être débile. l'entreposage, de dire que une petite business en ligne, ben, elle n'entrepose plus chez elle ou d'un garage, ben, elle met ça dans un espace de location commerciale où l'entreprise va shipper, va poster ses colis pour elle. Fait que- Oui. Moi, je crois que dans les prochaines années, Amazon va s'effriter, puis que les gens vont vouloir eux autres mêmes avoir leurs 5 000 pieds, leurs 10 000 pieds, leurs 15 000 pieds. Tu sais, quand on a dit tantôt que les entrepôts commerciaux versus les personnels, c'est différent à cause que l'humain tout seul peut aller où ce qu'il veut. Mais cette mentalité-là, on ne peut pas l'enlever. Tant que ça aux entrepreneurs. On ne peut pas demander à l'entrepreneur ce que tu as d'inné en toi de l'enlever complètement. C'est sûr que l'entrepreneur va vouloir avoir un espace À lui. à lui. Donc, il va se créer des espaces de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 avec 2-3 portes de dock, une porte piéton, un petit bureau pour que l'entreprise qui veut aller stocker son stock-là va le faire lui-même. Mais le problème, c'est la main-d'œuvre. Mhm. Fait qu'il va falloir que ce soit quelque chose qui fait en sorte que c'est du stock qui dort là-dedans, qui n'a pas nécessairement une opération constante, mais qu'à un moment donné, on est capable de créer quelque chose qui va faire que le gars va être capable d'aller implanter son petit système là-dedans, informatique, qui va faire automatiser ses affaires, Ouais. mais que ça va profiter à son entreprise à lui et non pas juste aux 3PL qui va le faire. Il va y avoir un mélange des deux qui va se faire parce qu'on ne peut pas amener, parce qu'on l'a dit tantôt, le changement est dur à accepter pour les entrepreneurs puis pour les entreprises. Surtout les gens au-dessus de 40 ans. Parce que justement, c'est de l'ancienne mentalité, la plupart, puis à un moment donné, ben, tu sais, ça ne pourra pas faire en sorte, il va y avoir un clash à quelque part. Puis ce clash-là, on le voit, moi je le vois venir dans les le prochaines clivage années. est commencé. Ben oui. Très intéressant, Frédéric Fortier. On aura l'occasion peut-être de se rejaser de ça un autre moment. Là. Il y a plein de questions avec plein de réponses. Je suis content de voir que quand même, au bout de 15 ans, t'as pas lâché la patate, comme on dit. ça a l'air d'être un bon Tetris. Puis non, c'était bien, bien intéressant. Merci beaucoup, Sam, pour notre premier épisode de la saison 2. Toujours un plaisir. Et à la maison, ben, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!